vos conversations. On va donner la parole dans quelques minutes à Nicolas. Je suis très contente de me présenter aujourd'hui pour plusieurs raisons. Donc, il va faire une conférence, c'est une conférence que j'ai faite il y a bien longtemps, parce que je faisais mon postdoctorat à l'Institut d'études acadiennes. Donc, Nicolas est avec nous depuis 1 an pour faire son postdoctorat, ainsi qu'avec Benoît Doyon-Gosselin. Donc, il va nous présenter aujourd'hui cette conférence intitulée Témoignages littéraires et reconnaissance dans les littératures franco-canadiennes. Je vais faire ça court et je vais lui donner la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Merci aussi à l'Institut, à mes collègues d'organiser ces vendredis midi. Vu que je travaille à l'Institut, j'ai eu l'occasion d'assister à toute une série de présentations dans ce cadre et je suis ravi aujourd'hui de donner cette conférence, ou plutôt cet exposé sur les questions que je me pose. J'espère d'ailleurs que je ne suis pas le seul à me les poser et j'ai hâte de pouvoir en discuter ensuite avec vous. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Théorie de la reconnaissance et témoignages littéraires. Ce que je connais d'emblée, un champ très très vaste. Je n'ai pas l'ambition de présenter ces problématiques, ces théories, mais plutôt de relever les aspects qui m'intéressent le plus et qui participent à modifier ou à ajuster mon approche des textes littéraires en milieu francophone minoritaire. Alors, je commencerai, avant d'entrer dans le vif du sujet, par répondre à la question qu'on pourrait me poser, comment en es-tu arrivé là ? Pendant la rédaction de ma thèse, et depuis que je suis à l'Institut, j'ai étudié la littérature acadienne sous l'angle de la sociologie de la littérature, principalement. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de cette littérature d'un point de vue institutionnel, les déterminations qui pèsent sur la création au milieu minoritaire, le statut de l'écrivain, etc., etc. Bref, différentes problématiques qui m'ont amené à aborder cette littérature par la théorie des réseaux. C'est un exemple, à m'intéresser au discours métalittéraire, donc au discours tenu sur ces littératures, aux notions mobilisées par exemple, je pense à la notion de métissage, de créolisation, et toutes les questions que pose ce genre de catégorisation. Je me suis également intéressé aux formes, aux structures et aux contraintes que les auteurs mettent en place dans les textes, et cela en tentant de les lire encore une fois, et pour boucler un peu la boucle, avec les outils de la sociologie de la littérature. Dans ce parcours de recherche, mais plus généralement dans les textes critiques que je lis, la question de la valeur littéraire ou de la reconnaissance de ces littératures est à la fois toujours déjà là, mais difficile à aborder de manière, je dirais, frontale. Alors d'un côté, c'est sans doute une bonne chose que les textes littéraires ne se fassent pas enfermer par ce genre de questions, mais ça n'empêche pas d'essayer, et je ne suis pas le seul à essayer justement de m'orienter dans cette direction-là. Il est en effet possible d'approcher cette littérature avec une grille de lecture qui permet d'étudier les valeurs au sein des textes. On peut en effet étudier comment se combinent des séries d'oppositions, comme les valeurs sûres en opposition aux valeurs risquées, j'ai oublié le sud ici, les valeurs revendiquées par rapport aux valeurs héritées qui sont incarnées, représentées dans les textes, dans une tradition, dans un corpus littéraire. Je trouve cette démarche intéressante, mais elle doit être complétée par la problématique de la question de la valeur littéraire de ces littératures. Et cette valeur qu'on leur attribue est étroitement liée à la reconnaissance de ces littératures qui se construit à même le discours littéraire. Et que François Paré situait, citation est là, entre une gloire un peu surfaite et le désespoir de n'arriver à engendrer que de l'indifférence. C'est pour approfondir ce questionnement entre reconnaissance d'une part et indifférence de l'autre, ou on parlera aussi de mépris, que je me suis tourné vers la philosophie sociale. Il s'agit pour moi, grâce à cette approche, d'interroger les présupposés et le cadre dans lequel mes recherches finalement s'insèrent. Et je pense que les théories de la reconnaissance, en tant que paradigme important en sciences humaines, est intéressant ne fût-ce que pour se situer par rapport à celui-ci. Je n'approfondis pas beaucoup plus la question de la position du chercheur pour m'intéresser dans cette présentation et plus directement au processus de reconnaissance sociale que les textes sous-tendent et qui permet de répondre partiellement à la question du pourquoi écrire,
Alors la thèse, enfin, ce que je vais essayer de développer, c'est la réponse finalement pour se construire en témoin, pour témoigner, prendre à témoin le lecteur et finalement résister. Mon objectif est d'articuler donc 3 dimensions, à savoir la production de témoignages littéraires et poétiques dans le cadre d'une lutte pour la reconnaissance, et ceci dans un cadre transnational ou infranational, selon le point de vue qu'on prend, canadien, ou avec une vision plus acadienne ou franco-ontarienne, puisqu'il sera question de littérature franco-canadienne. Une des hypothèses en effet de la sociologie de la littérature, reprise par Robert Serre, et que j'aimerais tester, envisager, est la suivante, et il note si on peut reconnaître des incidences considérables du milieu littéraire et du positionnement de l'auteur à l'intérieur de celui-ci, si on prend incidence considérable du milieu sur un texte, ces rapports se subordonnent à ceux qu'on peut établir entre une société globale et une œuvre. Partant de là, il me semble qu'étudier ces rapports et leurs interactions avec des politiques, des formes et des discours de reconnaissance peut servir de base au travail. L'objectif donc n'est pas de comparer des textes acadiens et franco-ontariens directement, mais davantage d'opérer une approche croisée sur une base, si vous voulez, commune. Donc c'est vraiment l'idée de s'insérer dans une même approche. Et finalement, avec Serre aussi, de reconnaître que l'œuvre n'est jamais fonction d'un micro-milieu ou d'un milieu étroit, et que la condition d'écrivain ne va jamais de soi, il faut qu'elle soit réfléchie de manière plus large. Alors le cadre théorique, comme vous l'aurez compris, relève des théories de la reconnaissance. Ces théories de la reconnaissance sont utiles afin d'explorer ces rapports complexes entre littérature et société. Mais ce paradigme est bien plus vaste et les objets qu'il permet d'étudier sont nombreux et diffèrent en fonction des différentes disciplines justement en sciences humaines. C'est ce que montre le premier ouvrage que vous avez ici de Guéguin et Malochet, qui a une espèce de synthèse qui tourne autour justement de cette approche en sciences humaines. Quant à la question du témoignage, qui est aussi une problématique immense, je vais la délaisser dans cette présentation pour traiter de cette question de manière restreinte et en me focalisant sur un genre particulier, la poésie, donc ça ne va pas être une approche très large. Le témoignage en lui-même excède d'ailleurs la littérature, il s'agit d'un type de discours, mais aussi d'une pratique interartielle, ou transgénérique, et donc qui est bien plus complexe que ce dont je parlerai aujourd'hui dans ma présentation. Pour preuve, si vous allez voir l'appel à la contribution, un appel récent pour le projet poétique et enjeux du témoignage dans les littératures à travers le monde et le temps, vous avez une liste d'une très longue page avec tous les axes de recherche qu'on peut faire derrière cette problématique du témoignage en littérature. Ce que je retiendrai surtout dans mes analyses, et pour l'instant, ce sont les grandes caractéristiques du témoignage littéraire qui joue des rapports de l'individuel au collectif, de l'opposition entre objectivité et subjectivité, ou encore de la mémoire et de l'oubli, en plus d'insister sur le rôle du lecteur et la figure du témoin, justement, qui peut s'inscrire dans les textes. Donc avant d'envisager les liens entre témoignage et reconnaissance, je vais vous présenter ce que Axel Honneth entend par la lutte pour la reconnaissance. À ce stade, ce que je trouve utile, c'est d'envisager que le témoignage peut recouvrir différentes thématiques, comme des événements historiques, des événements personnels, mais il peut aussi porter sur les mouvements sociaux, sur les mouvements politiques et les conflits que ça peut générer. J'aborderai ici donc davantage la lutte pour la reconnaissance de Honneth, qui théorise donc cette approche comme lutte pour la reconnaissance, et qui se distingue de l'approche de Taylor, de Ricoeur, notamment, même si ces approches finalement se recoupent pas mal quand on lit différents textes, mais il reste quand même des fondements assez différents. Dans les théories de la reconnaissance et de manière générale, la quête de la reconnaissance est présentée comme un nouveau phénomène social total qui serait caractéristique de notre modernité. Dans cette perspective, et je cite, « Chacun considère désormais qu'il possède certains droits inaliénables, parmi lesquels celui de faire reconnaître sa différence sexuelle, ethnique, politique, religieuse, etc.
Les différences identitaires ne sont plus cachées, mais revendiquées. Elles permettent à chacun de défendre sa valeur propre. Taylor parlerait plutôt de forme d'authenticité, dans une société tiraillée par des bouleversements tous azimuts. Désenchantement du monde, émergence de nouvelles formes de religiosité, déclin des États-nations et développement de liens communautaires et multiculturels, etc. etc. Vous avez une litanie d'éléments ici. Voici donc pour ma présentation, disons, actuelle de ce phénomène, mais les racines du problème théorique sont beaucoup plus anciennes, et c'est toute une tradition philosophique et critique que Alex Honneth nous invite finalement dans son texte. Alors, dans la théorie sociale d'Honneth, ces rapports sont représentés et modélisés sous forme de réseaux de relations intersubjectives qui s'organisent en 3 sphères. Et j'ai peut-être été trop vite aussi. Attends, excusez-moi. Voilà. Donc, dans la théorie d'Honneth, ces rapports sont représentés, modélisés sous forme de réseaux de relations intersubjectives qui s'organisent en 3 sphères. J'ai essayé de représenter ici. Ces sphères sont structurées de la sorte. Les relations primaires, avec les valeurs d'amour, de sollicitude qui sont le propre des individus dans leur contexte familial, dans leur contexte amical. La solidarité sociale comme deuxième sphère qui mobilise les individus autour de certaines valeurs communes, on parle de solidarité sociale. Et enfin, et troisièmement, la relation juridique qui comprend les droits civils, politiques et sociaux. Donc l'objectif d'Honneth est d'interpréter, surtout d'expliquer, les attentes de reconnaissance inhérentes à ces différentes sphères d'interaction sociale, ainsi que le caractère normatif, en montrant qu'elles représentent une sorte d'invariant qui structure et régule l'ordre social. L'envers du décor et les fondements, voire le moteur de la lutte pour la reconnaissance, se situe lorsque ces attentes de reconnaissance, vous l'aurez compris, ne sont pas atteintes, ne sont pas satisfaisantes ou satisfaites. J'ouvre une petite parenthèse, mais je trouve intéressant cette distinction entre le côté comme juridique et le côté solidarité sociale, parce que souvent, j'ai l'impression que dans le discours, on télescope un peu les deux dimensions, alors qu'elles ne s'inscrivent pas forcément sur la même échelle de valeur. On aime ainsi, donc je fais ma parenthèse, je disais donc que ce qui est le plus intéressant, c'est la dimension comme conflictuelle qui apparaît lorsque les attentes ne sont pas comblées et que l'on tombe dans ce qu'on pourrait appeler avec Honneth une psychopathologie du social. Honneth met ainsi en place toute une typologie qui passe par l'invisibilité, la reconnaissance dépréciative ou la méconnaissance. Ces dimensions traversant toute une série de travaux se retrouvent aussi dans et au cœur même des textes littéraires. Reconnaissance et méconnaissance sont donc les deux facettes de la même médaille et impliquent dans les rapports sociaux un caractère conflictuel. Il note d'ailleurs, je cite, qu'on ne peut décrire adéquatement aucun de ces 3 domaines d'expérience, que sont l'amour, la solidarité sociale, le droit, sans faire intervenir un rapport conflictuel inhérent à chacun d'eux. Il est par ailleurs difficile de se situer complètement dans l'une des sphères que je représentais tout à l'heure, puisqu'il est question de rapports dynamiques entre ces différentes sphères. Et je cite, « Les expériences individuelles de mépris sont interprétées comme des expériences typiques d'un groupe tout entier, de manière à motiver la revendication collective de plus larges relations de reconnaissance. Le caractère collectif d'une revendication passe ainsi par une sémantique collective, et cela implique 2 éléments importants pour les analyses qui vont suivre. La première, c'est la résistance collective, née de l'interprétation sociale de sentiments partagés de non-reconnaissance, constitue, et j'insiste là-dessus, un moyen pratique de revendication de structures de reconnaissance élargie. Deuxième point, la réflexion philosophique, l'histoire du mouvement social et j'insiste aussi, les témoignages littéraires convergent et permettent à l'individu d'accéder, par l'entremise de l'action politique, à une nouvelle relation positive à soi. Donc, ce sont les deux points que j'essaie de ressortir.
Alors, afin d'illustrer dans les littératures qui nous occupent le recours à une sémantique commune, on peut prendre l'exemple de ces deux textes écrits à des années d'intervalle, mais qui mettent en scène, et de façon très différente, le lexique de la maladie de la schizophrénie. Le premier appartient au genre théâtral et constitue une réécriture du Malade imaginaire par André Paiement, et le second, qui s'inscrit davantage dans l'essai, est un texte de Chiasson, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas ici directement question de témoignage, mais les textes représentent toutefois un certain rapport à soi, et un glissement vers le collectif, qui témoigne d'une auto-représentation dépréciative qui passe par le lexique de la maladie. On parle ici donc de schizophrénie linguistique, de résistance psychologique. Alors je ne vais pas plus loin parce que forcément le texte littéraire joue de ces aspects-là, mais ici je me contente simplement de noter un peu justement la sémantique commune à ces deux textes. Avant de me lancer dans la lecture, donc le premier texte, I will, saigner, couper, maladie trouvée, in anybody, in everybody, et même in all the people, ici, que voici, schizophrénie is what I will. Et le texte de Chiasson, Alexandre Lowen, le grand spécialiste de la schizophrénie, définit ce trouble comme une résistance émotive mise de l'avant par l'individu pour se protéger lors de périodes de crise qui surviennent durant sa croissance. Ce faisant, il adopte un comportement qu'il n'arrive pas à relâcher, même une fois la crise passée. Reste à savoir si nous pourrons, nous aussi, un jour relâcher cette tension, cette résistance, pour concevoir une détente et une véritable appréciation de cette ville que nous avons nous aussi construite et qui fait désormais partie de notre discours. Avant de passer proprement dit à l'articulation entre reconnaissance et témoignage, il m'apparaît important de souligner rapidement les limites, les critiques et l'idéologie même, ou les idéologies de la reconnaissance. Alors, dans les positions les plus radicales, sans doute celle de Matt Merkel, elle est intéressante parce qu'il tente de montrer une impasse des politiques de la reconnaissance qui, lorsqu'elles reconnaissent une identité, contribuent à figer cette identité et à générer d'autres attentes de reconnaissance au même moment, si vous voulez. Et c'est ce que certains appellent le mauvais infini. Donc finalement, quand on reconnaît une certaine dimension de l'identité, il y a un effet de démultiplication des attentes de reconnaissance derrière. Il note à ce sujet que ce qu'il s'agit de reconnaître, ce ne sont pas des identités conçues comme fixes, transparentes et souveraines, mais c'est à l'inverse la vulnérabilité de toute identité, sa dépendance vis-à-vis des autres et sa secondarité par rapport aux interactions. Il me semble que l'on touche ici à une fonction que la littérature, en tant que discours social, peut jouer, à savoir justement cette fonction de reconnaissance du sujet vulnérable. Quant aux autres points, ils s'articulent bien entre eux. Une politique culturelle et symbolique, relayée par des institutions qui reconnaissent, en même temps qu'elles méconnaissent, des rapports de reconnaissance, pourrait être accusée d'intégrer, si vous voulez, les individus dans un ordre dominant. Au même moment où on reconnaîtrait en gros le caractère comme symbolique, la reconnaissance culturelle qui on occulterait la reconnaissance éventuellement institutionnelle, ou ce qui tient plutôt de ce qu'on appelle les rapports de redistribution, les formes de redistribution qui elles sont plus intégrées au niveau comme socio-économique. Donc, d'un côté une reconnaissance symbolique, culturelle, et de l'autre cette absence de reconnaissance sur le plan socio-économique ou institutionnel. Je passe au slide suivant. Donc après ces quelques critiques, le temps est venu d'articuler enfin l'attestation en reconnaissance et le témoignage. Les deux concepts s'enchassent chez Ricoeur et constituent également une réplique à la méconnaissance. Il envisage le témoignage dans une continuité avec le fait d'attester, de reconnaître, à différence près que chez Ricoeur, je cite Almaric, la notion de témoignage ajoute l'idée d'un engagement à la fois pratique et éthique. Non seulement le témoignage suppose un engagement pratique et renvoie de l'interprétation à l'action et de la pluralité des actions à l'histoire du soi, mais il implique en outre un engagement éthique
car c'est toujours devant les autres que je témoigne et que je suis prêt à répondre moralement de mes actes. Si ce passage permet d'éclairer davantage la dimension pratique, l'engagement du soi et le rapport à l'autre, qu'on retrouve dans la poésie en Acadie, en Ontario, il est nécessaire de préciser ce qu'on entend par témoignage littéraire, voire poétique. La définition que j'utilise sur ce point est très large, et juste ici. Je cite un discours de témoignage et témoignage précisément du fait de l'identité entre le locuteur organisateur de l'énoncé, la source du propos énoncé et le sujet parlant ou écrivant, c'est-à-dire le sujet biographique qui aurait vu ou vécu les faits dont il parle. Cela même lorsque ce discours prend la forme d'un écrit littéraire, par exemple la forme d'un poème. La forme du poème n'est pas anodine parce qu'elle relève une grande importance dans la production des littératures franco-ontariennes et acadiennes. Et c'est cette voie-là que je souhaitais emprunter aujourd'hui, plutôt que celle des récits ou de l'essai qui laisse la voie à évidemment d'autres approfondissements. À côté de la production littéraire qui tient plus directement de l'affirmation de soi ou du groupe, donc certains textes relativement récents mettent en scène la figure du témoin ou du témoignage, ce qui me semble créer une variation, si vous voulez, dans le discours poétique. Je prendrai deux exemples, donc celui d'Herménée Gilles Chasson dans son autoportrait, et certains textes du recueil de poésie dirigé par André Lasselle et intitulé Poème de la Résistance, publié en 2019. Je commencerai par l'autoportrait, qui est en réalité une véritable somme composée de 12 courts livres publiés en 2014 par Herménée Gilles Chasson au rythme d'un livre par mois. Le coffret qui les regroupe est accompagné d'une sérigraphie d'un paysage que vous voyez juste là, et dans lequel on retrouve en creux et sous la forme de 3 silhouettes le portrait, si vous voulez, de l'auteur. La construction de l'ouvrage invite ainsi le lecteur à découvrir un autoportrait poétique, cette fois, et qui peut se présenter de la sorte. Alors, je veux dire comment je le décris, mais je pense que le slide est plus clair que je ne vais l'être. 12 livres, dont chacune des premières lettres des titres reprend, dans l'ordre de publication par numéro, donc vous voyez de 1 à 12, les 12 lettres du prénom de l'auteur, Herménée Gilles. Et donc à chaque titre correspond une de ces lettres. Sans être autobiographique au sens strict, le texte se joue de la spatialité, de la fragmentation que se permet l'autoportrait poétique, inspiré du genre pictural. On n'a pas un autoportrait, une autobiographie classique, c'est vraiment une fragmentation de différents textes dans différents livres, ce qui ne donne pas une vision comme uniforme, mais plutôt des jeux sur la spatialité des textes. Donc on est plus proche finalement du caractère spatial d'un portrait ou d'un autoportrait que d'une autobiographie littéraire au sens strict. Je ne peux donc pas retracer les événements, souvenirs et anecdotes dont le texte littéraire se joue, d'ailleurs ce ne serait pas particulièrement intéressant. Mais dans cet alignement dont je parlais entre le locuteur, la source du dire et le sujet biographique, on remarque que le texte littéraire se joue, par l'écriture fragmentée dont je parlais, de la capacité même de conserver la mémoire d'une époque, de se faire témoin. Et je cite donc deux passages, je trouve intéressants de ce texte. Vous voyez, je fais référence à plusieurs livres au fil des citations, parce que c'est assez éclaté dans le texte. La mémoire n'est plus un rempart, tout au plus un filet qui s'agrandit, une rivière où l'on s'éloigne inquiet, tentant de recomposer une époque, le prix avoué des pertes encourues, le besoin de se constituer en témoin, de se proclamer vainqueur du temps, une sorte de livre à cœur ouvert, une fragilité aux 1000 conséquences, vouloir ancrer toutes ces sensations, un refuge définitif dans le papier, pour qu'enfin, de fil en aiguille, il y ait toujours cette sensation vive, cet éternel retour où tout fait sens, ce lieu en suspension quelque part, gravé dans la mémoire d'une vie. À travers le besoin et le désir de conserver cette sensation vive, les traces d'une époque, par l'écriture, on découvre des brèches ou ces pertes encourues, à tel point qu'on peut se demander si ce sont celles de l'objet de l'époque ou de la mémoire elle-même, donc ces pertes dont parle le texte. Au détour d'un autre texte, on découvre cette fois le témoignage dont la collectivité serait à la recherche et dans laquelle s'inscrit le sujet. Je cite, « Et parfois, cela peut prendre la forme d'un cinéma pauvre où les stigmates revêtent
l'aspect historique d'une idéologie à toute épreuve, une identité qui se serait faite sur le tas, l'adjectif volant la vedette à une collectivité à la recherche d'un nom, d'un témoignage durable, comme les pierres dans le courant, la continuité de l'air, des ruisseaux, des routes, un miroir reflétant notre vertige et le plus difficile, concentré dans les traces figées et pénibles de notre discours, cette parole d'une époque inquiète, où notre compte n'en finissait plus de se calculer, cet temps premier qui ne cesse de s'insérer dans notre mémoire. Témoigner, attester, être nommé, reconnu, devient la quête de la collectivité et du poète, qui se fait témoin à travers son autoportrait, son propre autoportrait. Mais paradoxalement, celle-ci ne peut advenir dans un discours toujours fuyant, dans une forme d'infini, et c'est particulièrement présent dans le texte, cette continuité de l'air, des ruisseaux, des routes, ou alors le vertige du miroir face auquel le poète fait son autoportrait. On retrouve donc différents passages où il s'agit de prendre le monde à témoin, de considérer l'art lui-même comme une forme de témoignage, contrairement aux discours difficiles à tenir, aux choses difficiles à circonscrire. L'un des passages les plus intéressants, à mon avis, est celui que vous voyez au bas du diaporama. Il y avait ce désir obstiné d'une lumière improbable, cette route qui ne menait nulle part, 1000 fois parcourue vers les mêmes lieux, vers ce village tournant en rond sur lui-même et vers ces rumeurs dont nous allions devenir les témoins obligés et consentants. La vie se passe les chante, alors là je ne vais pas vous chanter en anglais. Tu n'es qu'un chien pleurant tout le temps, tu n'es qu'un chien pleurant tout le temps. Voilà. Ce bouleversement nébuleux et ce grincement lointain à peine audible, comme les errances ondulatoires d'une station spatiale intermittente, l'attraction d'un autre champ de gravité, ce désir inconscient mais si séduisant de devenir un corps étranger. Donc l'ambiguïté de la figure du témoin, qui est aussi en fait entre obligation et consentement, m'apparaît riche, d'autant qu'elle est suivie par cet extrait de chanson en anglais, où tu deviens ce chien pleurnichard. En fait. Le passage renvoie à un appel, à une attraction, un désir de lumière, et de s'extraire finalement de ces mêmes lieux, de devenir ces lieux communs, on pourrait dire, de devenir ce corps étranger. Dans la trajectoire littéraire de Terminologie Chasson, ce texte assez récent, donc date de 2014, s'il se joue un peu de l'autobiographie à travers l'autoportrait, reste assez fidèle à l'écriture de l'auteur qui se positionne comme un écrivain de la conscience. La place du témoignage n'est donc pas fortuite ici, mais elle correspond à la fois à l'inclusion du poète dans la collectivité, qui est en quête, donc cette collectivité, d'une trace, d'un témoignage, d'une attestation, et devient aussi celui qui, en tant que poète, artiste, témoin, peut donner finalement à la collectivité ce témoignage. Et on trouve bien dans ces textes c'est un peu cette opposition entre le régime littéraire, le régime artistique et le régime qu'on pourrait dire référentiel, ou le discours commun face auquel il s'oppose. À la différence de la figure du poète témoin d'une époque passée, les textes regroupés par André Lasselle participent d'une dynamique semblable, mais interviennent dans la sphère publique de manière réactive, on pourrait dire, et entrent plus directement dans une conception du témoignage comme engagement politique. Les événements qui mobilisent, qui poussent André Lasselle sont clairs dès la préface du recueil. Je la cite, « Réveil brutal ce matin-là, l'annonce des coupes cinglantes du gouvernement Ford et son indifférence inqualifiable face à la réalité franco-ontarienne meurent au vif. Urgence de dire haut et fort et sans attendre. Dès lors, je lance un appel à nos poètes. Dire la lumière de notre colère. Toute poésie est résistance et maîtresse des lieux, car elle occupe la langue et le langage. Parole surgit de la mémoire et de tant d'inconnus. Sa pensée part du cœur, lucide, le poème cherche à dire l'histoire de nos histoires. La violence symbolique dérivée de cette indifférence du politique face aux demandes institutionnelles de la communauté franco-ontarienne est actée. Le texte d'Eddie Bouraoui en atteste d'emblée. Juste en haut à droite. Résister aux mots des préjugés et de l'intolérance et se libérer des méfaits de l'infecte ignorance. La résistance des poètes s'organise dans l'urgence, tantôt dans le registre de l'affirmation, mais bien souvent à travers le poème témoignage. La lutte pour une forme de justice sociale passe par la reconnaissance d'une présence, d'une histoire collective, mais aussi d'histoire personnelle.
Ceci correspond parfaitement à la mécanique décrite par Honneth et qui tente de répondre à sa question de savoir, et je cite, c'est la citation en bas à droite, comment l'expérience du mépris peut-elle envahir la vie affective des sujets humains au point de les jeter dans la résistance et l'affrontement social, autrement dit dans la lutte pour la reconnaissance. Selon les sphères de la reconnaissance, cette violence faite à l'individu peut prendre des formes très diversifiées, qui vont des sévices corporels au fait de ne pas répondre aux exigences qu'une personne peut attendre légitimement de la part de la société, au fait de ne pas pouvoir se représenter comme un partenaire d'interaction à part égale, donc un vis-à-vis si vous voulez, par rapport à ses semblables, au fait que certains groupes soient jugés négativement, etc., etc. Les exemples sont nombreux. La honte, la colère, l'indignation sont les émotions que Honneth, sur base de travaux en psychologie, dégage pour identifier finalement les éléments déclencheurs qui permettent l'engagement politico-moral des acteurs, même s'il dit que ce n'était pas le seul point qui fait en sorte que les gens passent au fait de s'engager. Il y a différents éléments, notamment aussi l'existence, la préexistence d'un mouvement social auquel finalement on peut adhérer. Un des textes qui entre et aligne les composantes du témoignage poétique est le suivant, juste à gauche, de Daniel Grelot-Landry, L'arme du peuple. De neige et d'émeraude, un drapeau recouvert de poussière d'ange, ses joyaux étalés dans la sloche d'un automne bleu, dans le vent humide d'un décembre embryonnaire, puis celle qui passe ce calice de la blancheur des principes, de la politesse des acteurs, ou de la fragilité du regard des enfants qui demandent à maman pourquoi on est là. 15 000, devant l'hôtel de ville, devant nos écrans, on est là, 15 000, manifestants au Canada. L'expérience du mépris est ici bien lisible, à la fois dans la mise à mal de la dimension symbolique, le drapeau, les couleurs franco-ontariennes, et la dimension humaine, l'ancrage dans l'événement, qui est aussi le lieu où s'inscrit la parole poétique, est aussi témoignage du mouvement, de la manifestation. 15 000, on est là, 15 000. Le texte suivant d'André Lasselle participe du même ancrage dans ce mouvement, dans le collectif. Je vais le lire. En piste droit devant, langue vigie, langue bouée, langue boussole, quels sont les présages, une force mutante à pleine voix dit, nous sommes ici. Les enfants des enfants des enfants, tête de file s'exposent, galvanisent nos pas, brandissent nos couleurs, présence passée, présence traversée, présence métissée, car nous sommes des histoires. La place de la langue, de la filiation, mais aussi d'une présence diversifiée d'histoires au pluriel, joue un rôle d'autant plus important qu'au témoignage de l'événement proprement dit, le mouvement de manifestation, s'ajoutent les récits poétiques qui attestent et témoignent aussi d'une présence qui cherche à être reconnue. Le texte littéraire, un peu comme chez Chiasson, multiplie les histoires, les perspectives, les témoignages et contribue à la fois à construire la collectivité autour de valeurs communes, mais aussi d'expériences et d'histoires individuelles. Voilà, je vais passer tout doucement à la conclusion. Cette multiplicité d'expériences, d'histoires m'amène à conclure un peu difficilement parce que forcément j'abordais seulement quelques textes. Mais mon objectif est plutôt d'insister sur l'insertion ou l'articulation du poème témoignage dans une forme d'engagement pratique, éthique et politique que représente la lutte pour la reconnaissance. Cette perspective, si elle complète certains modèles utilisés pour parler de la littérature au milieu minoritaire, a l'avantage de ne pas coïncider forcément avec une lecture en termes de milieu, en termes de nation par exemple. Elle offre également un cadre qui permet de couvrir une large gamme de témoignages et complète aussi une vision de la littérature qui serait faite finalement de stratégie, de positionnement. J'ai l'impression que l'approche donnée nous donne toute une autre gamme aussi possible d'interprétation. Il se relève aussi la question du décloisonnement des corpus à partir de formes d'écriture, disons, transnationales, mais aussi la diversification au sein des corpus même de prise de parole, de témoignages, qui peuvent être bien différents de ce que j'ai aussi présenté aujourd'hui. L'intérêt que j'y vois également est une meilleure compréhension des dynamiques sociales à l'œuvre, qu'elles soient pensées en termes de conflits ou de mouvements sociaux. Et enfin, et directement lié à ce caractère dynamique
historique, si vous voulez, de la lutte pour la reconnaissance. Cette approche soulève pour moi des questions sur évidemment le statut de l'écrivain, du lecteur, des fonctions du littéraire, et gagnerait certainement à être approfondie. Une meilleure compréhension de ces dynamiques permettrait d'étudier une certaine, je pense, circularité dans le milieu, ou de circulation des discours et des pratiques d'écriture entre ces différents milieux. Et de montrer aussi comment ces discours, on peut penser à cette posture finalement du témoin, du poète résistant, apparaissent à un certain moment donné, jouent une certaine fonction et s'inscrivent aussi dans l'histoire de ces deux littératures. Voilà, je vous remercie beaucoup.